Mesdames et messieurs, bonjour. Telle une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour du monde ce mardi 9 mars. À la surprise de tous et contre toute attente, l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, a été condamnée à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public par la Cour d'Abidjan. Cette peine, 2 fois supérieure à celle réclamée pendant les réquisitions, a été annoncée après plus de 9 heures de délibération du jury. Dans le camp de Simone Gbagbo, ses avocats ont dénoncé un verdict scandaleux. Certains l'ont qualifié de verdict politique, même s'il est annoncé que l'ex-première dame pourrait bénéficier d'une grâce présidentielle de la part du président Alassane Ouattara en signe de reconnaissance. Pendant ce temps, dans le camp du Rassemblement des Républicains, le RDR du président Alassane Ouattara, justement, on se félicite du verdict et on se dit que les victimes vont enfin avoir du baume au cœur dans un pays résolument engagé dans la lutte contre l'impunité. Mais selon certains observateurs, cette décision est un couteau à double tranchant. Elle peut ramener la paix ou exacerber les tensions en Côte d'Ivoire. Que pensent les invités de votre magazine Sika Infomag de ce jour, de cette décision? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, voici le flash d'information. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en visite en Centrafrique. Objectif, évaluer les progrès accomplis pour la sortie de crise et la stabilisation du pays par la MINUSCA. Selon le chef de la délégation, cette mission vise aussi à encourager les évolutions, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui. Au Nigeria, une nouvelle explosion de Boko Haram a fait 7 morts et 17 blessés ce mardi à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, déjà frappé ce samedi par un triple attentat. Pendant ce temps, les troupes tchadiennes et nigérianes ont annoncé ce lundi avoir repris Damasak, ville contrôlée par les islamistes depuis novembre. Enfin, en Guinée, un premier vaccin contre Ebola en cours d'essai a été administré à une 50aine de personnes, dont le ministre guinéen de la Santé et le coordonnateur national de lutte contre Ebola. Rappelons que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est partie en décembre 2013 de la Guinée avant de se propager au Libéria et en Sierra Leone. Elle a fait environ 10 000 morts. Sur Sika Infomag, nous débattons aujourd'hui du verdict du procès de Simone Gbagbo qui a été condamné à 20 ans de prison. Le débat, ce sera juste après ce générique. « 20 ans de prison pour Simone Gbagbo, condamné pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. » Pour en parler, j'ai sur ce plateau 2 invités. Il s'agit d'abord de Bruno Aroumania-Gaou. Il est très proche du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Monsieur Aroumania-Gaou, bonjour. Bonjour. J'ai également sur ce plateau Arimi Choubadé, il est journaliste et directeur de publication du journal Nokwe qui paraît au Bénin. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour. Ma première question s'adresse à vous, monsieur Aroumania-Gaou. Alors, 20 ans de prison pour Simone Gbagbo, que vous connaissez très bien pour l'avoir côtoyé du moins pendant des années. Est-ce que vous pensez que cette peine est justifiée? Il faut commencer par dire que depuis le 11 avril 2011, l'état de droit a cessé d'exister en Côte d'Ivoire. Nous sommes rentrés dans un état de non-droit, il faut le dire tout de suite. C'est parce que vous n'êtes plus au pouvoir que vous estimez qu'il n'y a plus de droit? Pas du tout, pas du tout. Il y a eu, faut quand même qu'on puisse se situer un peu dans le contexte, il y a eu des élections en 2010, la Cour constitutionnelle a donné pour vainqueur le président Laurent Gbagbo, il y a eu une contestation, la Côte d'Ivoire a basculé dans une crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo a préconisé qu'il y ait un recomptage de voix pour situer véritablement qui avait gagné ou qui avait perdu. Le candidat face Alassane Ouattara a refusé. Il y a eu plusieurs médiations au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau international. La communauté internationale n'a pas du tout tranché. Si, bien sûr, parce qu'elle a participé à enlever le président Gbagbo. On peut être en phase, si vous le dites. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Oui. On laisse de côté tout ce qui s'était passé. Le décor. Bien sûr, voilà. Tout le monde le sait. Voilà. Donc, pour savoir que nous sommes dans un procès purement politique, nous avons assisté à tout sauf à du droit. Et donc, on ne peut que constater que la sentence donnée par les hommes en toge en Côte d'Ivoire a été simplement une sentence politique. Donc vous voulez dire que Mme Simone Gbagbo ne mérite pas ses 20 ans de prison? Pas du tout. Pas du tout. Elle n'a participé à rien, elle était pourtant aux côtés de son époux pendant la crise.
Oui, en tant qu'épouse. Et on sait quel rôle elle a joué. Lesquels? Parce que tout le procès ne nous a donné aucun début de preuve. Parce que, résumons pour faire simple et clair, atteinte à la sûreté de l'État, ça veut dire coup d'État. On ne fait pas un coup d'État avec des brindilles de balai, on fait un coup d'État avec des hommes, avec une logistique. On fait un coup d'État planifié, on fait un coup d'État parce qu'on vient contre un régime normalement installé, on s'appuie sur un pays qui peut servir de base arrière. Donc il y a toute une nomenclature, il y a toute une organisation pour qu'on puisse parler d'atteinte à la sûreté de l'État. Dans tout ce procès, on ne nous a brandi aucune preuve, aucun début de preuve. Et puis, on a fini par donc donner une sentence. Nous sommes bien dans le droit, nous sommes bien en justice. Et je veux dire, le prononcer d'une sanction est la conséquence quand même de preuves qu'on a suffisamment exhibées, qu'on a suffisamment étayées. Et tout ce procès ne nous a donné aucune preuve. Pour l'instant, on annonce déjà que les avocats de Simon Gbagbo vont faire appel. Nous allons nous retourner vers Arimi Choubali. Alors, Arimi Choubali, est-ce que vous pensez que cette condamnation et les faits reprochés à Mme Simone Gbagbo ne sont pas réels? D'abord, la condamnation, que pensez-vous de cette condamnation? Bon, on va laisser les juristes et les parties au procès faire ce débat sur la qualification des faits, le verdict rendu. Mais néanmoins, de loin, c'est sur la forme du procès. Hein. On n'a pas très bien compris cette justice qui se rend avec sélectivité. Une partie des conjurés, si je peux les appeler ainsi, jugés par la Cour pénale internationale, et une partie par la justice ivoirienne. Et il faut dire même que par rapport au procès d'hier, on a suivi les organisations internationales qui ne sont pas, enfin, qui ont émis beaucoup de réserves dans la conduite du procès en lui-même, sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, l'État ivoirien a précisé qu'il était en train de juger les crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et non les crimes de sang. Oui, et puis quand vous suivez même le procès, vous avez suivi, il y a certains qui ont écopé de peines qu'on a jugées assez lourdes. Et on remarque justement... Est-ce que cela ne dépend pas de leur niveau de responsabilité au moment de la crise? On remarque justement que ceux-là qui ont été condamnés lourdement, c'est ceux qui continuent, qui sont ceux qu'on appelle les Gbagboïs, ceux qui réclament le retour de Gbagbo. Oui, l'aile dure. Et ceux qui essaient de tourner la page, mais qui sont sur la même barque, qui ont été soit condamnés après la sortie de suicide, etc. Donc on a même une sorte d'épuration au niveau, en ce qui concerne aujourd'hui les classiques, ceux qui, ou bien tout le monde est coupable et la justice se rend de la même manière pour tous, ou on juge que bon, il n'y a pas matière à poursuivre et on met tout le monde. Donc on ne peut pas comprendre que c'est seulement... ça dit que la justice s'est même insérée dans la crise interne au FPI. Enfin ça, c'est ce qu'on observe. Oui, mais j'ai eu la chance de rencontrer le ministre ivoirien de la Justice qui faisait comprendre que aujourd'hui, on ne peut pas juger les pro-Ouattara parce qu'au moment de la crise, ils étaient tous séquestrés à l'hôtel du Golfe. Et ce pourquoi on juge aujourd'hui Simone Gbagbo. Non, moi je ne même pas. Je ne parle pas de crime moi, je ne parle pas de la justice. Je ne parle pas de la justice des vainqueurs. Hein, ça dit que même on a été même plus loin. En l'interne du FPI, on a vu Afik N'Guessan parce que lui, aujourd'hui, il est partisan d'une, qu'on tourne la page, et lui, il est même prêt à participer aux élections prochaines. Donc, on lui a donné une peine de prison assortie de suicide pour qu'il puisse continuer à participer au processus en cours. Néanmoins, ceux qui préconisent, même s'il était en prison, qu'on présente Laurent Gbagbo comme candidat, tous ceux-là ont été embastillés. Donc, c'est même pas, on n'est pas encore en train de dire, oui, mais pourquoi on n'a pas puni les partisans de... On n'en est même pas encore là. On en est à faire l'état des lieux aujourd'hui des condamnations. Oui, vous avez suivi même... les peines étaient au-delà des réquisitions. Donc vous pensez que c'est une décapitation de l'opposition? Je ne pense pas. Moi, je suis en train d'observer. Je vois qu'on a décapité tous ceux qui... Enfin, l'aile qui voudrait que Gbagbo joue encore un rôle politique en Côte d'Ivoire et tous ceux qui essaient de trouver des dauphins à Gbagbo, on a essayé de les garder encore dans la course. Oui, de les garder en course. Alors donc, bon, et puis j'ai suivi aussi Human Rights qui a émis beaucoup de réserves dans la conduite du procès. Et ça a été clair. C'est même plus le langage diplomatique. Ils ont estimé clairement que les conditions d'organisation de ce procès n'ont pas été assez satisfaisantes et qu'ils continuent de réclamer que, oui, si on veut aller à une justice
puisqu'on peut dire que depuis les événements post-électoraux, la Côte d'Ivoire est presque sous administration de la communauté internationale, d'une certaine manière, du moins en ce qui concerne cette partie de la crise. Alors, on aurait souhaité quand même que soit tout le monde est jugé par la Cour pénale internationale, ou bien c'est la justice ivoirienne avec peut-être une participation de la communauté internationale pour la manière de mener le procès. Alors, nous allons tourner vers Bruno Aroma-Niangao. Est-ce que vous pensez donc que ce verdict vise à décapiter politiquement le FPI? C'est assez clair. Je voudrais rebondir un peu sur ce que Arimi disait tout à l'heure. Il faut noter que la communauté internationale, la CPI en l'occurrence, avait demandé l'extradition de Simone Gbagbo. Oui, voilà, parce qu'elle était maintenue en détention sans jugement, comme c'était le cas pour tous les 81 co-détenus. Elle n'était pas pour qu'on la transfère. Non, moi je parle d'abord de la CPI qui fait une demande, et qui veut donc avoir Simone Gbagbo pour la juger. C'est donc dans ces entrefaits-là que la justice ivoirienne sent que si elle ne bouge pas, la communauté internationale risque de passer à la vitesse supérieure. Donc elle organise ce que nous avons constaté, qui est un simulacre de justice, pour donc frapper fort, pour intimider, pour casser, pour briser, pour faire peur. Parce que ça a servi à cela. C'est-à-dire que le paquet requiert 10 ans d'emprisonnement, on se retrouve contre toute attente à 20 ans, 20 ans pour Simone, 5 ans pour Michel, et puis 5 ans pour Sangaré, 5 ans pour Sangaré, celui qui a été le Premier ministre, le dernier Premier ministre à Kengo prend 17 mois. On se retrouve donc dans des condamnations purement fantaisistes, et donc ça dénote tout simplement de l'esprit qui a prévalu et de l'esprit qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui nous dit clairement que, je reviens sur les propos liminaires que je disais tout à l'heure, nous sommes dans un état de non-droit. Voilà. Comment vous voyez la suite de ce procès, puisque le camp de Simone Gbagbo annonce qu'il fera appel? Quelle suite vous voyez? C'est sûr que qu'on se retrouve en cassation ou qu'on fasse... Le problème, il n'est pas juridique en Côte d'Ivoire. Le problème, il est politique. Et pour moi, c'est l'occasion pour la communauté internationale, mais aussi pour les organisations sous-régionales de pouvoir se saisir du dossier ivoirien qui est en train de déborder du cadre ivoirien et qui est en train d'être une bombe pour toute la sous-région. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et qui savent ce que représente la Côte d'Ivoire et qui savent, pour nous qui sommes béninois, nous savons que nous avons beaucoup de compatriotes dans ce pays qui sont disséminés un peu partout sur l'étendue de ce territoire, que la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui un brasier, c'est un volcan éteint, mais qui peut s'embraser à tout moment. Et la communauté internationale va surgir en ce moment pour venir jouer les pompiers alors que ce sera trop tard. On sait qu'il y a un malaise profond en Côte d'Ivoire et que Alassane Ouattara ne veut pas surtout d'une réconciliation en Côte d'Ivoire, comme le dénotent ces procès. Alors, Arimi Choubale, vous pensez que ce verdict va enflammer les tensions ou adoucir la situation là? Oui, mais c'est clair, parce qu'on a même déplacé le curseur vers le FPI, parce qu'avec les sanctions qui ont été prononcées, ça accentue la crise à l'interne, avec tout ce qu'on avait observé jusque-là. Si aujourd'hui, parce que c'est très clair, on a senti quand même une volonté de réprimer fortement ceux qui continuent de parler de Gbagbo. Hein. On a suivi un peu les déclarations de Simone qui continuait de reconnaître que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Alors peut-être que ça lui a été fatal. Hein, elle aurait pu, s'il avait peut-être fait amende honorable, c'était soumise au pouvoir de Ouattara, peut-être que le jury, parce que n'oubliez pas, dans le jury, il y a des... vous savez comment ça se fait la sélection, donc c'est pas forcément rien que des juges, et donc l'opinion a beaucoup pesé dans... Quand on écoute le prononcé des jugements, on sent très très nettement que bon, il y a une volonté de réduire à ce discours qui continue de proclamer que oui, Gbagbo a un rôle à jouer, un rôle politique à jouer en Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui sont dans cette lancée, on devrait quand même d'une manière ou d'une autre les réduire à néant, et c'est ce qu'on voit nettement dans les sanctions qui ont été prononcées. Nous sommes pratiquement à la fin de ce premier cas. Est-ce que la décision de 20 ans de prison pour Simone Gbagbo est une manière de mettre la famille Gbagbo au placard, de les isoler de la scène politique? Certains annoncent une voie pour la réconciliation avec une possibilité d'amnistie. Nous en parlerons. Ce sera dans le troisième quart de Sika Infomag. Merci de nous avoir suivis.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Voici le sommaire de la première partie. Tidjane Thiam, nouveau directeur général de Crédit Suisse, le franco-ivoirien prendra la tête du groupe bancaire dès fin juin 2015. Cotonou a accueilli mardi les journées BRVM. Elles visent à mieux faire connaître le rôle de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Enfin, en Floride, le secteur de l'énergie solaire a amorcé sa libéralisation. C'est sous l'impulsion d'une coalition qui rassemble des militants de droite et de gauche. À nouveau, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie que nous commençons tout de suite par cette information. Eh bien, le groupe bancaire Crédit Suisse a un nouveau directeur général. Il s'agit du franco-ivoirien Tidjane Thiam. Cet homme d'affaires et ancien ministre du Plan de Côte d'Ivoire prendra ainsi la tête d'une des principales institutions financières au monde, fondée au milieu du 19e siècle à Zurich et comptant plus de 45 000 collaborateurs pour environ 1 200 milliards d'euros d'actifs gérés. Tidjane Thiam, qui était depuis 2009 à la tête de l'assureur britannique Prudential, rejoindra son nouveau poste fin juin 2015. Un autre élément dans ce journal de l'économie, 5 000 tonnes de ciment par an, c'est la capacité de production de l'usine de broyage installée au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso, précisément dans la zone industrielle de Sokodo. Ce complexe, qui a nécessité un investissement de 30 millions d'euros, est une œuvre du CIMAF, entendez Ciment de l'Afrique Burkina Faso, filiale du groupe de l'homme d'affaires marocain Anaf Sefrioui. L'usine qui vient d'être inaugurée sera approvisionnée par du calcaire importé et du tuffeau exploité localement. Ces capacités de production pourront être portées à 1 million en fonction de la demande sur place. Notons que l'inauguration de cette usine intervient quelques jours seulement après celle de Sim Burkina, filiale du géant allemand Heidelberg. Un autre élément dans ce journal, cette fois-ci, nous nous rendons à Cotonou au Bénin. La capitale économique du Bénin a accueilli hier mardi les journées BRVM organisées par la Bourse régionale des valeurs mobilières, la place boursière de l'UEMOA. Eh bien, cette rencontre a réuni notamment des décideurs politiques et institutionnels, des dirigeants d'entreprises, des intervenants du marché financier, des investisseurs et aussi des universitaires. Au cœur des échanges, les questions liées au rôle de la BRVM dans le développement des économies de l'UEMOA. Les précisions dans ce reportage signé Emmanuel Crépy. Les journées BRVM ont pour objectif d'ancrer une certaine culture boursière dans les habitudes à travers le rapprochement de la bourse de la population. C'est également une occasion de promotion pour certains acteurs et des opportunités du marché financier. L'un des points forts de l'édition 2015 qui s'est tenue à Cotonou est l'organisation d'une table ronde autour du rôle de la BRVM dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA. Les liens entre le développement économique et la bourse ne sont plus à démontrer. En effet, si l'on considère que la fonction fondamentale des marchés de capitaux est la mobilisation de l'épargne à long terme en vue de son allocation vers des investissements productifs, créateurs de richesses, il apparaît clairement que les bourses sont susceptibles d'impulser la croissance économique dans un pays. En Afrique, les bourses sont de création récente, hormis le cas de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Nigeria et du Kenya. En effet, il y a 20 ans, notre continent ne comptait qu'une dizaine de bourses. En 2014, on dénombre en Afrique 24 bourses avec une capitalisation de plus de 1 000 milliards de dollars, soit 45% du PIB de notre continent. Malgré ces performances, le poids de la BRVM dans les économies de l'UEMOA reste encore faible. La capitalisation boursière de la Bourse régionale des valeurs mobilières
ne représente que 12% du PIB de l'espace UEMOA. C'est donc pour accroître le poids de notre bourse et son rôle dans le financement de nos économies que la BRVM a adopté depuis 3 ans de nouvelles orientations stratégiques. La première de ces orientations est l'ouverture d'un compartiment dédié aux PME, aux entreprises à fort potentiel de croissance et aux entreprises à la recherche de capital de démarrage. La deuxième orientation porte sur l'admission volontaire de nouvelles sociétés à la BRVM, entreprises issues du secteur de la finance, de la distribution, des télécommunications et de l'industrie, et surtout l'utilisation de la sortie des fonds de private equity pour l'accès au marché financier régional. La troisième stratégie est celle de la promotion de notre marché à travers une sensibilisation plus accrue de nos populations et évidemment une amélioration de la diffusion de la culture boursière au sein de notre Union. Cela nous paraît fondamental parce que nous croyons fermement que nos populations doivent accompagner le développement du marché et que nous devons mobiliser davantage d'épargne au niveau local pour financer la croissance et atteindre cette émergence tant souhaitée par nos pays. 6e bourse africaine en termes de capitalisation, la BRVM est commune aux 8 pays de l'UEMOA. Elle compte actuellement 38 sociétés cotées. Direction maintenant le Maroc où le secteur du textile s'engage à créer 90 000 emplois d'ici 2020. Ceci conformément au terme d'un contrat de performance signé fin février entre l'Association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Économie et des Finances. Ce contrat a été signé dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 lancé en avril 2014. Au total, 57 projets portés par des entreprises leaders du secteur ont été identifiés. Le secteur s'est aussi engagé à augmenter d'ici 2020 ses exportations de 464 millions d'euros. Direction maintenant les États-Unis où la Floride est connue pour son climat et son ensoleillement exceptionnel. Et pourtant, l'énergie solaire y reste très à la traîne encore. Une coalition qui rassemble des militants de droite et de gauche se bat pour libéraliser le secteur en permettant notamment aux habitants de vendre directement à leurs voisins l'électricité qu'ils produisent. La campagne pour libéraliser le secteur de l'énergie solaire bat son plein sur ce marché de Floride. Car malgré son taux d'ensoleillement exceptionnel, l'État a du mal à tirer profit de cette ressource naturelle illimitée. Le taux d'utilisation du solaire est inférieur à celui d'autres États comme le New Jersey ou le Massachusetts, où le soleil ne brille pourtant pas beaucoup. Face à cette réalité, les adversaires traditionnels sont devenus alliés de circonstance pour tenter de faire bouger les choses. Notre coalition rassemble des gens de droite, des gens de gauche, des écologistes, des chrétiens évangéliques, la Fédération des commerçants, des gens de tous les horizons. La Floride est l'un des rares États américains qui interdit aux particuliers de revendre l'électricité qu'ils génèrent. Une exception à laquelle le secteur du solaire veut mettre fin pour rendre cette technologie plus abordable. Si une personne se retrouve à produire trop d'électricité, plus que ce qu'elle consomme, alors la seule manière de revendre cette énergie, c'est de se tourner vers les fournisseurs d'électricité traditionnels. Si on avait un marché libéralisé, tout propriétaire pourrait revendre son électricité à qui il veut, au prix qu'il veut. Ce propriétaire a dépensé plus de 35 000 € pour passer au solaire. Et s'il a reçu un crédit d'impôt du gouvernement fédéral, il voudrait maintenant vendre son surplus d'électricité pour rembourser son investissement. Il fait toujours beau ici en Floride. On devrait tous passer au solaire. Les grandes entreprises du secteur, elles, font de la résistance. Une d'entre elles voudrait taxer les usagers qui passent par le réseau électrique existant pour revendre leur énergie. Mais au-delà de l'aspect financier, la coalition pour le solaire avance un autre argument de choc, la protection de l'environnement. Nous avons tous des perspectives différentes, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est temps de mettre fin au monopole des grandes entreprises dans le secteur de l'électricité, si on veut une énergie propre. La campagne pour libéraliser le solaire en Floride a déjà recueilli plus de 100 000 signatures.
Objectif, présenter un référendum local sur la question lors des élections de 2016. Abordons maintenant le deuxième volet de ce journal de l'économie. Il s'agit de l'invité du jour que nous allons découvrir juste après ceci. Notre invité à nom, Casimir Pedjo, journaliste au quotidien L'Économiste, paraissant à Cotonou au Bénin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, à la une de votre journal, nous apprenons que l'UEAO s'apprête à sanctionner des banques indélicates, notamment pour non-respect des 19 services à offrir gratuitement. De quoi s'agit-il exactement? C'est vrai, Inès, la nouvelle est tombée depuis il y a une semaine, le mercredi 4 mars dernier, où le conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réuni à Dakar et après, suite à ces enquêtes, a pris la résolution de sanctionner désormais les banques qui n'auraient pas respecté les 19 mesures prises le 1er octobre dernier, 2014 je veux dire. Alors, de quoi il s'agit? Il y a de ces banques qui ne respectent pas les 19 mesures prises par la banque. De quelles mesures s'agit-il exactement? Il s'agit, en effet, depuis le 1er octobre 2014, la BCEAO a décidé d'accorder certaines facilités aux clients afin de leur permettre de disposer des services bancaires. Alors, ces mesures-là ont cours l'ouverture de compte. Désormais, l'ouverture de compte dans ces banques-là doivent normalement au sein de l'espace UEMOA doit être gratuit. Alors, il y a la délivrance de livrets d'épargne, il y a la tenue de compte sur les livrets. Et entre autres, on peut citer aussi le retrait au niveau des guichets automatiques. Toutes ces mesures devraient être normalement gratuites au sein de l'espace UEMOA. Alors, il y a de ces banques-là qui continuent pas à appliquer l'ancienne mesure, c'est-à-dire ils continuent pas à prélever de ces pourcentages-là sur ces différents services qui sont accordés aux clients. Alors, la BCEAO, après enquête, après investigation, a constaté que ces injonctions ne sont pas mises en application et désormais vont passer à la sanction afin de pouvoir permettre aux clients de disposer gratuitement de ces services. Et mieux, cela va permettre d'accroître le taux de bancarisation au sein de l'espace UEMOA. Donc voilà un peu la résolution, la grande résolution issue de la réunion du mercredi dernier au niveau de Dakar au Sénégal. Donc voilà. Et quand vous parlez de sanctions, quelles sont-elles par exemple? Oui, quand on parle de sanctions, c'est d'abord des sanctions disciplinaires. C'est des sanctions disciplinaires, c'est pas des sanctions aussi lourdes, mais c'est des sanctions disciplinaires qui risquent de peser lourd sur ces banques-là. Ça peut aller jusqu'à, selon les informations glanées ça et là, au niveau de la Banque centrale, ça peut aller jusqu'à certaines tasses qu'on peut imposer à ces différentes banques-là. Donc voilà, pour le moment, c'est des mesures d'abord souples pour permettre quand même à ces banques-là de se mettre au pas. Donc, mais en attendant les sanctions, est-ce que le client dispose d'une marge pour exiger ses droits? Si je vais dans une banque, par exemple, et que j'ai envie d'ouvrir un compte, qu'on m'exige des frais, est-ce que je suis en droit de refuser? Oui, vous êtes en droit de refuser et de préférer une autre banque. Ça, c'est déjà la mesure que vous offre la concurrence sur le terrain. Alors, lorsque vous avez été déjà victime de ces mesures très peu orthodoxes de ces banques indélicates-là, il faut le dire. Vous avez grigé, en fait. Voilà, vous avez été grigé. Et bien, puisque nous sommes tous, les 8 pays de l'UEMOA sont tous des pays démocratiques, vous êtes libre d'aller déposer une plainte au niveau des juridictions compétentes pour vous faire entendre ou pour vous faire rembourser. Donc, voilà en quelque sorte les mesures qui s'offrent aujourd'hui aux clients de ces différentes banques-là pour se faire entendre au cas où ils se sentiraient lésés dans l'exercice de ces différents services bancaires. Merci beaucoup, Monsieur Casimir Pedjo. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Si les téléspectateurs ont envie d'en savoir plus sur le sujet, ils ont à consulter votre journal, c'est bien ça? Consulter le journal aussi en ligne que dans les kiosques dans la ville capitale du Bénin. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver une autre fois dans le journal de l'économie. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. À demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le reste du monde. Au revoir.
C'est toujours sur Sika TV. À présent, la troisième partie de Sika Infomag, le magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité dans le monde entier en Afrique. Le verdict dans le procès de Simone Gbagbo peut-il réellement ramener la paix en Côte d'Ivoire? C'est la principale question débattue ce jour dans votre émission Sika Infomag. La suite du débat, ce sera juste après ce flash d'information. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en visite en Centrafrique. Objectif, évaluer les progrès accomplis pour la sortie de crise et la stabilisation du pays par la MINUSCA. Selon le chef de la délégation, cette mission vise aussi à encourager les évolutions, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui. Au Nigeria, une nouvelle explosion de Boko Haram a fait 7 morts et 17 blessés ce mardi à Maiduguri, dans le nord-est du pays, déjà frappé ce samedi par un triple attentat. Pendant ce temps, les troupes tchadiennes et nigérianes ont annoncé ce lundi avoir repris Damasak, ville contrôlée par les islamistes depuis novembre. Enfin, en Guinée, un premier vaccin contre Ebola en cours d'essai a été administré à une 50aine de personnes, dont le ministre guinéen de la Santé et le coordonnateur national de lutte contre Ebola. Rappelons que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est partie en décembre 2013 de la Guinée avant de se propager au Libéria et en Sierra Leone. Elle a fait environ 10 000 morts. Nous retrouverons dans un instant nos invités pour débattre du verdict dans le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Le débat, ce sera juste après ce générique. Nous sommes de retour sur Sika Infomag. J'ai toujours sur ce plateau les deux invités. Il s'agit de Bruno Awamanya-Gaou. Il est très proche du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, et Arimi Choubadé, journaliste et directeur de publication du quotidien Nokwe au Bénin. Alors ma première question du retour sur cette émission s'adresse à Arimi Choubadé. Alors Arimi, on annonce une possible amnistie du président Ouattara dans le cadre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que cette amnistie peut vraiment faire avancer la réconciliation en Côte d'Ivoire ou exacerber la tension? Non, ben ça c'est un scénario mal cousu. Si on veut amnistier, on n'a pas besoin d'aller à ces condamnations. Ouais, il faut condamner avant d'amnistier. S'il n'y a pas de condamnation, on ne peut pas amnistier. Je suis tout à fait d'accord, mais encore que il n'y a pas en dessous ces forts soupçons de manipulation. Parce que, oui, ça devient un scénario. Je présume que, bon, si le tribunal avait suivi l'acquisition, par exemple, où on s'était limité à ces peines. À 10 ans de prison. Oui, à ces peines raisonnables. Il n'y aurait pas de problème après que. Et ça me tonnerait que juste parce que le président Ouattara aurait décidé d'effacer la doise, que Simone reconnaisse du jour au lendemain la légalité de son pouvoir. Simone Gbagbo l'a reconnu à l'entame de son intervention qu'elle devait intervenir. Elle a dit aujourd'hui, elle reconnaît qu'il y a un nouveau président à la tête de la Côte d'Ivoire. Elle a toujours dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections en 2011, je crois. Donc, oui, parce que vous savez très bien que c'est la Cour constitutionnelle qui a proclamé Gbagbo, qui a encore proclamé Ouattara élu. Donc, il y a cette ambivalence bizarre qui prévaut, chez beaucoup d'Ivoiriens jusqu'à ce jour. Donc je crois qu'il fallait procéder autrement si c'est vraiment vers la paix qu'on veut aller. Écoutez, ça fait bientôt 5 ans que Ouattara est au pouvoir et on continue de parler de recherche de paix, Alors pendant son mandat, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a développé le pays. Pour développer le pays, c'est normal. Vous savez, la France aujourd'hui a beaucoup misé dans cette histoire. Alors donc, si jamais on disait que malgré l'interventionnisme pour régler la situation et que la Côte d'Ivoire n'a pas fait de très bonnes performances, ça passe mal en ce moment-là. Alors donc, moi je prends avec beaucoup de pincettes tous les indicateurs qu'on publie aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. J'ai comme l'impression que c'est de la manipulation. Vous savez très bien que dans notre espace UEMOA, notre monnaie n'existe pas en fait. C'est une monnaie contrôlée par le Trésor français, en tout cas par la diplomatie française. Donc on peut lui faire dire n'importe quoi et son contraire. Donc qu'on dise oui, la Côte d'Ivoire. Moi je veux bien savoir si la Côte d'Ivoire a connu ces progrès dont on parle, on devrait le sentir déjà, même au Bénin ici. On se souvient de l'époque où mon ami tout à l'heure disait qu'il y a beaucoup de Béninois qui vivent encore en Côte d'Ivoire.
Mais depuis, le phénomène n'a pas encore, l'inversion n'a pas encore eu lieu, le retour massif n'a pas encore eu lieu. Oui, tous ceux qui sont revenus, ils ne sont pas encore partis. Au contraire, il y a certains quand même qui commencent même pas à sentir que bon, c'est pas très agréable de rester. Donc, à votre avis, tout ce qui se passe ne risque pas de favoriser la paix, la réconciliation? Non, pas vraiment. Si on veut aller à la paix, à la réconciliation, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs au pouvoir sentent que Gbagbo a encore une certaine influence dans le pays. Et c'est très gênant pour eux. On veut gommer vraiment l'histoire. Il faut d'abord gommer ça avant de passer à un autre état. Alors, Bruno Aouamanyagaou, est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe aujourd'hui peut vraiment favoriser la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire? On annonce une amnistie. Après, peut-être sa réélection en force. Peut-être une amnistie, mais avant, je ne pense pas que Ouattara puisse se permettre. L'amnistie peut se faire avant les élections. Oui, je suis en train de spéculer. Je dis simplement que... Oui, mais si elle se faisait avant les élections, vous pensez que ça va baisser la tension? Elle n'aura pas de sens. Elle n'aura pas de sens. En tout cas, pour le FPI, en tout cas pour les partisans de Laurent Gbagbo, pour ne pas parler de la majorité présidentielle. Oui, mais en cas d'amnistie, ça les ramène quand même sur la scène politique. Ça ramène Simon Gbagbo, ça ramène Sangaré, ça ramène tous ceux qui aujourd'hui sont condamnés. Est très grosse, est très visible. Et donc, ça ne marche pas. Le FPI est resté constant de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez qu'on parle d'aile dure qui est en train d'être détruite à l'intérieur, mais il y a la recomposition du FPI en exil, qui est conduit par Émile Guiréoulou, qui a été ministre de l'Intérieur sous Gbagbo. Et donc, il y a une recomposition à l'extérieur. C'est un parti qui a été habitué au combat. C'est un parti qui a été habitué à la clandestinité. C'est un parti qui aime se retrouver justement dans cette posture. Et tous ceux qui connaissent le FPI savent que, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, la bataille ne fait que commencer. Et donc parler de paix et parler de réconciliation, c'est pas du tout vrai, parce que parlant de réconciliation, Ouattara n'a jamais voulu la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il ne l'aurait pas confié, je veux dire, la réconciliation à Bani, qui avait lui-même été Premier ministre, donc qui faisait partie du problème ivoirien et qui ne pouvait pas être juge et arbitre. Ouattara ne veut pas de réconciliation parce que la réconciliation suppose l'exhumation des faits à la lumière de la vérité. Et la vérité, c'est le mettre face à la réalité de ce qu'il a perdu les élections et qu'il s'est mis derrière une rébellion assumée par Soro Guillaume pour être là où il est aujourd'hui. Donc vous pensez qu'une éventuelle amnistie ne va rien résoudre? Non, pas du tout. Pas du tout. On sera toujours au même point. Pas du tout. Vous écoutez le FPI, vous disiez tout à l'heure que Simon Gbagbo a reconnu Ouattara comme président, oui. Qu'il est président de fait, et un chef d'État en Côte d'Ivoire, c'est sûr, c'est un État qui continue de fonctionner, quelle que soit sa nomenclature, mais le discours est resté constant. Vous écoutez tous ces 81 personnes qui ont été convoquées au tribunal, c'était avec fierté qu'il parlait. Il parlait tranquille, le torse bombé. Vous avez quelqu'un comme le commandant de la garde républicaine, le général de Boblo Bruno, qui disait que si c'était à refaire, il le referait. Et tous ces 81 détenus, parmi lesquels il y a aussi des journalistes. Il y a le journaliste Herman Aboua, à qui nous pensons par exemple, qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec leur conscience et qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Dans une telle Donc quand vous avez affaire à des hommes comme ça, quand vous avez affaire à des hommes comme ça, ça veut dire tout simplement, parlant de projection, parlant d'avenir, que c'est des gens qui ne pensent pas qu'ils ont fauté, qui ne se remettent pas en cause et qui sont donc en bataille. Ça veut dire que l'avenir s'annonce eux-mêmes, ils ne font pas de break, si eux-mêmes, ils ne font pas un retour sur eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut avoir la paix en Côte d'Ivoire? Donc ça veut dire que le FPI n'aspire pas à avoir une paix un jour en Côte d'Ivoire? Non, la paix suppose la vérité. La paix ne peut que naître de la vérité. La réconciliation ne peut que germer de la vérité. Chacun a sa vérité. Non, pas du tout. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il y a eu des observateurs, on a eu des observateurs partis de partout. Vous avez Kofi Go qui était responsable des observateurs pour la CEDEAO, vous avez notre compatriote qui était en Côte d'Ivoire. Ouattara est président, comme vous le dites. Il est président. Voilà. Il est président. Oui, mais il faut quand même que la Côte d'Ivoire avance aujourd'hui. Le RDA peut-être l'a accepté, mais les Ivoiriens ne l'ont pas accepté. Ok? Et vous voyez tous ceux qu'il y a comme Ivoiriens en dehors du pays, qui ne se reconnaissent pas dans cette Côte d'Ivoire-là. Il n'y a pas de joie à être en dehors de son pays. Il n'y a pas de joie à avoir un statut de réfugié ou d'exilé. Vous pensez tous ces Ivoiriens que le en gouvernement dehors de la Côte faire d'Ivoire, comment alors pour amener la paix? Le aller à la réconciliation. Mais la réconciliation, ça passe par exemple par l'amnistie qui est annoncée. Oui, avant d'arriver à l'amnistie, on étale les faits. On apprécie les faits. Pour apprécier les faits, c'est ce dont Ouattara ne veut pas. Parce qu'apprécier les faits, c'est reconnaître qu'il a perdu les élections de 2010. Arabi Choubali, comment vous voyez la Côte d'Ivoire de demain? Oui, la Côte d'Ivoire sera ce que les Ivoiriens veulent de la Côte d'Ivoire. Et
Le développement de mon ami nous ramène au Bénin, où on a fait une réconciliation sans vérité. J'espère que ça ne nous rattrape un jour. On ne peut pas... on ne connaît même pas ce qu'on pardonne. On ne sait même pas ce qu'on pardonne. On s'est levé un jour, on dit oui, amnistier tout le monde. Mais on ne s'est pas occupé des victimes. Et c'est la même chose. Quand vous suivez le discours du RDA, on dit oui, c'est un soulagement pour les victimes. Comme s'il y avait des victimes que dans un camp. Il y a d'autres victimes qui sont là, qui n'ont même pas droit au chapitre, qui sont même considérées comme si elles sont responsables du malheur qui est arrivé. Parce que le tapis rouge était dressé pour qu'un camp vienne au pouvoir. C'est très important aujourd'hui. Oui, cette personne est contre les procès qui sont en cours. Mais je crois qu'au niveau du FPI, on serait moins rebelle, entre griffes, si on avait l'impression que la justice était là pour tout le monde et que les leurs qui sont tombés aussi dans des exactions commises par des gens qui ont aujourd'hui... Est-ce que vous voyez le RDA en train de juger les proches du président Ouattara? Donc si on est dans cette... Si on est dans ce cas de figure, on est d'accord que c'est la justice des vainqueurs. Et la justice des vainqueurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vaincus attendent juste le moment de prendre leur revanche. Alors donc si c'est attendre le moment de prendre leur revanche, c'est saboter en attendant tout ce qui est en train d'être fait. Et je disais tout à l'heure que si... Vous pensez que cela n'augure pas d'une paix en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. La paix, c'est pas certains sont contents et d'autres ne le sont pas. On met tout le monde... Vous avez suivi ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où on est allé à la vérité. On a fait les jugements, mais on a... Il y a eu des audiences publiques. Il y a des audiences, il y a eu des procès, il y a des condamnations, mais on a demandé aux coupables de se repentir et puis on les a pardonnés. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu quand même des audiences. Et je me souviens, en Afrique du Sud, il y a eu des officiers qui ont refusé de faire le repentir et qui ont dit qu'eux, ils ont l'état d'apartheid en leur âme et conscience et qui préfèrent aller en prison. Et c'est sur cette vérité qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qu'on croyait qu'après l'apartheid, ce sera le chaos, mais ils sont encore debout jusqu'à présent. Mais la Côte d'Ivoire sort d'une paix imposée, tout le monde sait par les bombes onusiennes, et 5 ans après, on en est là encore à rechercher cette paix. Alors, Bruno Rwama-Yangao, comment est-ce que vous voyez les prochaines élections? Sont pratiquement à la fin, très rapidement. Les prochaines élections, vous pensez qu'elles auront lieu avec le FPI? C'est sûr, Ouattara veut faire un passage en force comme il a fait en 2010. Le FPI est en embuscade. Le FPI se réorganise. Quand vous suivez l'actualité... Donc ça veut dire que le RPI va rebondir très bientôt. Absolument. Donc le FPI aura un candidat venant de l'extérieur. Il conteste déjà la candidature d'Alassane Ouattara, qui a été fait candidat à titre exceptionnel, selon les accords de Pretoria pour 2010. Et donc il ne le juge pas éligible pour les élections à venir. Aujourd'hui, le seul fait qu'il a été candidat, cela fait jurisprudence. Je crois bien à cela. Ça fait jurisprudence, la candidature de Ouattara. Donc le FPI aura un candidat venant... La jurisprudence était pour un temps bien déterminé. Elle ne peut pas faire, je veux dire, cas de drapeau. Donc vous aurez un candidat venant de l'extérieur. Je ne suis pas du FPI. Je n'en dis combien pas, mais apparemment vous êtes dans le secret. Absolument. Le FPI ira aux élections. Le FPI sera aux élections? Un candidat que nous ne connaissons pas encore. Vous connaissez son nom? Pour le moment, Laurent Gbagbo est candidat. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est bien lui? De Laurent Gbagbo? Non, il est simplement président de la coalition du FPI en exil. Il s'appelle comment? Mais la bataille va se faire. C'est sûr que le FPI ne restera pas tranquille, les bras croisés pour regarder Alassane Ouattara vers une autre forfaiture. Il s'appelle comment? Il faut bien le demander au FPI. Harry Choubaré, très rapidement, comment vous voyez les prochaines élections? Oui, assez croustillant. C'est-à-dire qu'il y aura certainement un candidat FPI comestible pour Ouattara, interne, condamné mais relaxé, comme ça s'est passé. Et forcément, viendra de l'extérieur. Et forcément, un candidat qui va très difficilement. Un candidat qui ne pourra même pas. Oui, donc, qui va rester à travers la gorge au RDR, qui ne passera pas. Ça va être le candidat de l'extérieur ou Gbagbo lui-même. Voilà. Donc c'est sûr que nous aurons un moment de perturbation. Mais pas une campagne apaisée de toutes les façons, puisque tous les ingrédients sont là pour que nous allions vers une situation trouble. Voilà. Merci, cher invité. Madame, monsieur, ce sera tout pour Sika Info Mag. Mais avant de partir, je vous invite à suivre cette bande-annonce.
C'était Sika Infomag, votre rendez-vous quotidien sur Sika TV, que nous clôturons avec cette citation de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny qui dit « La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement vivant », donc que les comportements puissent vite baisser la tension politique dans le pays des éléphants. Merci de nous avoir suivis.